12 septembre 2017, effectivement, les plus hautes autorités de notre pays, c'est-à-dire sur proposition de son Excellence Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République a signé un décret qui fixe la nouvelle composition des membres du gouvernement. Et au terme donc de ces remaniements, l'ancien ministère de l'Équipement, Transport, Aviation Civile, chargé du désenclavement, a été scindé en deux. Donc il y a la partie équipement, travaux publics, entretien routier, est restée donc en ville, et le ministère des Transports et de l'Aviation Civile a repris donc ses anciennes robes en face de l'hôtel Ledger, toujours dans l'enceinte de l'ancien aérogare de Bangui-Ville. Donc, si vous voulez, nous revenons à la maison. Je suis revenu sur le transport. En vérité, il n'y a pas beaucoup de changements. Nous sommes peut-être deux ministres à nous occuper du secteur aujourd'hui. Mon collègue, le ministre des Travaux publics, s'occupe de la partie infrastructure, et moi, je m'occupe de la partie superstructure, services, qualité des services, coûts économiques, compétitivité économique. Donc, les deux missions sont complémentaires, étroitement liées. D'ailleurs, nous avons même une cellule de planification interministérielle qui analyse nos besoins et qui propose à nos partenaires les projets structurants qui permettent donc de désenclaver notre pays. Nous avons besoin de communiquer d'abord parce que au niveau du ministère des Transports, nous recevons du public. Nous avons des guichets ici qui accueillent pour délivrer un certain nombre d'actes administratifs, notamment les permis de conduire, les certificats d'immatriculation des véhicules qu'on appelle les cartes grises. Nous avons aussi un volet de sécurité routière, donc nous faisons beaucoup d'actions de sensibilisation vis-à-vis de nos jeunes enfants, parce que vous savez que la rue représente un danger. Il faudrait que très tôt, nous fassions prendre conscience à nos enfants que la rue n'est pas un espace de jeu, mais bien au contraire, appel de notre part, notre qualité de parents et de responsables politiques, beaucoup de vigilance, appeler notre population à observer beaucoup de prudence dans la rue. Donc vous voyez qu'il y a de manière permanente des actions de communication vis-à-vis du grand public, parce que notre mission est de protéger aussi la population vis-à-vis des dangers de la route, vis-à-vis des dangers de transport d'une manière générale. Alors, je ne suis pas homme clé, soyons modestes. J'apporte ma modeste contribution en ma qualité donc de ministre, membre de ce gouvernement, en charge du secteur des transports, de l'aviation civile. C'est peut-être le secteur qui est stratégique compte tenu de la situation d'enclavement de notre pays. Donc vous voyez que nous, en tant que ministère en charge des transports, nous devons proposer des systèmes de transport à des coûts compétitifs, parce que nous apportons un support à l'économie. En matière d'export, nous devons amener l'économie forestière à être compétitive, l'économie minière à être compétitive, l'économie rurale, c'est-à-dire tout ce qui est produit agricole, nous devons les transporter à moindre coût afin que les produits centrafricains arrivent sur les différents marchés à des coûts très compétitifs. Donc nous apportons là un support d'une manière générale à l'économie centrafricaine. Bien entendu, nous permettons à nos compatriotes, à nos concitoyens de vaquer à leurs occupations quotidiennes en leur fournissant des services collectifs de transport urbain pour permettre à tout un chacun de vaquer à ses occupations, d'aller au travail, c'est la relation classique domicile-travail, d'aller à l'hôpital se soigner, d'aller à l'école et puis rendre visite à sa famille. Bref, nous organisons tout ce système de transport collectif afin donc de répondre aux attentes de nos concitoyens. Donc vu sous cet angle-là, effectivement, c'est une position charnière dans le dispositif gouvernemental. Je dois vous avouer que votre
question est très pertinente. Très pertinente en ce sens qu'il faudrait aujourd'hui se réjouir qu'il y a une nouvelle prise de conscience entre les pays qui ont une façade maritime et nous, pays de l'Interland, c'est-à-dire les pays enclavés, mais adossés à ces pays qui ont une façade maritime, un port qui accueille nos marchandises à l'import et à l'export sous forme de transit. Il y a une nouvelle prise de conscience qui permet aujourd'hui de réfléchir ensemble sur des projets fortement intégrateurs, des projets structurants qui sont soutenus, Dieu merci, par nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale ou la banque Exim Bank chinoise, qui nous amène aujourd'hui à mettre sur la table des projets fortement intégrateurs autour desquels les 3 ou 4 pays concernés vont réfléchir ensemble, par exemple, pour allonger la durée de navigation sur le fleuve Ubangui. Il y a un projet structurant de cette nature qui sera financé par la Banque mondiale. Il y a à peine 4 semaines, nous avons reçu les principaux responsables du port de Douala et Kribi au Cameroun, ce qu'ils appellent dans leur dispositif là-bas port synthèse. Donc ils sont venus indistinctement nous proposer des services de qualité et ils ont reçu donc nos opérateurs économiques pour les rassurer sur leur volonté d'accueillir de manière différente, de mieux accueillir donc les opérateurs économiques centrafricains dans leur démarche entreprise sur ces 2 plateformes, Douala, qui est opérationnelle depuis, et Kribi, qui vient d'être opérationnelle, pour leur permettre donc d'utiliser ces infrastructures portuaires pour les besoins de transit, à l'import et à l'export des marchandises à destination ou en provenance de la République centrafricaine. Donc il faudrait se réjouir de cette prise de contact, de cette prise de conscience et surtout de cette volonté ferme, affichée et l'engagement pris par la partie camerounaise donc d'aider les opérateurs économiques centrafricains à mieux structurer leurs besoins de commerce international. Il en est de même aussi de la République démocratique du Congo, par lequel transitent nos cargaisons d'hydrocarbures. Il en est de même de la République du Congo avec les dispositifs mis en place au niveau du port de Pointe-Noire. Vous savez, le port de Pointe-Noire est un port en eau profonde. Il y a 15 à 16 mètres de tirant d'eau. Il y a un grand terminal à conteneurs là-bas. Et le port de Pointe-Noire dispose vraiment de tous les atouts. Dans le jargon portuaire, ils appellent ça les superstructures, infrastructures et superstructures pour accueillir toutes les marchandises à destination et en provenance de la République centrafricaine. Adossé au port de Pointe-Noire, il y a donc une route maintenant qui arrive pratiquement à la frontière centrafricaine. Il nous appartient donc de terminer les 125 km qui rentrent en frontière et 100 autres qui arrivent à Bangui. Donc on est à 225 km de la frontière congolaise qui nous permet par la route aussi de désenclaver et apporter à nos opérateurs économiques une solution alternative aux problèmes d'export-export. En ce qui concerne le chemin de fer, la réflexion est en cours. Il y a des exemples probants au niveau de l'Afrique de l'Est, entre le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, et qui nous permettent donc de nous en inspirer. Et nous réfléchissons très fortement à ces solutions alternatives pour continuer donc à opérer toutes ces opérations de désenclavement, soit par la voie routière, soit par la voie fluviale dont je vous ai parlé tantôt, en augmentant la période de navigation, soit par la voie ferroviaire. Donc d'ici une dizaine d'années, je crois que le paysage géographique de notre transport multimodal sera entièrement revu et corrigé. Il y aura donc plusieurs solutions pour arriver sur les façades maritimes, soit par le port de Kribi, qui est un port en eau profonde, soit par le port de Pointe-Noire, soit par le port de Matadi ou le port de Douala. Donc toutes ces alternatives sont offertes aux opérateurs économiques centrafricains. Maintenant, dans notre vision à très long terme, il faut envisager aussi un passage à travers le nord de la République démocratique du Congo,
pour arriver au port de Mombasa via Nairobi, parce que là-bas, dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ils s'organisent pour créer un grand réseau structurant de chemin de fer pour s'arrimer justement à un grand réseau chemin de fer qui a été défini dans la politique des infrastructures au niveau de l'Union africaine et qui consiste à relier le port de Mombasa au port de Pointe-Noire ou le port de Mombasa au port de Douala à travers un réseau structuré de chemin de fer. Donc vous voyez que ce soit au niveau continental, que ce soit au niveau sous-régional, il y a une nouvelle prise de conscience sur la nécessité d'engager très rapidement les efforts afin de mettre en œuvre des projets structurants fortement intégrateurs, soit par la voie routière, soit par le chemin de fer, soit par les voies navigables. Et je voudrais me réjouir de cette nouvelle prise de conscience et qui reçoit par ailleurs tout le soutien de nos partenaires financiers. Alors, c'est un peu difficile, pas très, parce que les statistiques ne sont pas véritablement mises à jour. Il y a donc, au départ de Douala aujourd'hui, 3 convois hebdomadaires donc, qui arrivent de Douala, mais on a du mal à compter les convois qui quittent Bangui et qui vont sur Douala. Donc il y a un effort de collecte de données que l'Institut centrafricain des statistiques est en train donc de mettre en place afin d'avoir une idée exhaustive de nos volumes d'import-export, parce que c'est cela qui permet de mieux fiscaliser les marchandises. Vous savez que nous sommes un pays essentiellement fiscal, la fiscalité de porte, c'est-à-dire les droits de douane, c'est les droits indirects et qui permettent de mieux faire asseoir ces calculs-là sur des marchandises à forte valeur et à valeur réelle et qui permettent donc de soutenir notre volonté d'améliorer les recettes de l'État. Donc nous avons tout intérêt à mieux collecter ces chiffres, à mieux les traiter, à mieux les analyser, afin de les croiser à d'autres volumes qui sont traités strictement au niveau des douanes, c'est-à-dire comparer les tonnages qui sont comptés en statistiques par rapport aux rentrées fiscalo-douanières pour voir s'il n'y a pas trop de distorsion entre les deux. Donc c'est un travail qui est en cours et si vous le permettez, donc, lors de notre prochaine rencontre, je mettrai donc tous ces chiffres-là à votre disposition. Mais c'est un travail qui est très recommandé par nos partenaires techniques et financiers qui voudraient savoir exactement quelles sont les marchandises qui sont régulièrement enregistrées. Parce qu'il y a, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a aussi beaucoup de marchandises qui rentrent en fraude, notamment au niveau du commerce transfrontalier. Et il faudrait arriver à réduire ce volume de fraude pour rentrer tout le système dans le circuit officiel, de manière à ce que tout ce qui est comptabilisé au niveau des recettes de l'État soit véritablement exhaustif. Voilà ce que je peux vous dire sur la question.